Donc bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir des contrats de mariage et plus spécifiquement du choix du contrat de mariage. Dès que des époux sont mariés, ils sont soumis à un régime matrimonial. Le régime matrimonial, c'est l'ensemble des règles qui régissent la propriété et la gestion des biens des époux. Donc le régime matrimonial peut être fixé soit par un contrat de mariage, soit par la loi. Certains époux n'envisagent pas de s'unir sans avoir fait préalablement un contrat de mariage. C'est dans leur culture, ça leur paraît évident qu'il faut faire un contrat de mariage. Par contre, une grande majorité de couples pensent que on se marie, on souhaite que tous les biens soient aux deux époux en commun et ils n'envisagent même pas de faire de contrat. C'est une question très personnelle, le choix du contrat de mariage. C'est pour ça que de toute façon, je vous conseille vivement d'aller dans une étude, de parler de votre situation personnelle, des questions qui vous sont propres, si c'est votre premier mariage, un deuxième mariage, si vous avez déjà des enfants ensemble, si vous n'en avez pas. Il faut vraiment que quelqu'un vous conseille et vous renseigne pour qu'il puisse établir un contrat de mariage qui vous convienne à vous. Donc on va articuler la conférence en 3 parties. Une première partie durant laquelle je vais évoquer les règles qui s'appliquent quel que soit le régime matrimonial que vous adoptez. C'est ce qu'on appelle en droit français le régime primaire. Nous évoquerons ensuite les différents contrats de mariage que l'on peut vous proposer. Et ensuite, on dira un petit mot du mariage international. Donc, nous allons commencer par les règles qui s'appliquent, quel que soit le régime matrimonial que vous adoptez. C'est le régime primaire. Donc, il s'agit d'une part des devoirs et des droits des époux. Alors, les devoirs des époux, pour ceux qui sont mariés ou qui ont été mariés, ça va leur rappeler quelque chose. Vous vous devez mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Vous vous obligez à une communauté de vie. Vous devez choisir ensemble votre résidence familiale. Et cette résidence familiale est très protégée en droit français. C'est-à-dire que même si l'un des époux est seul propriétaire de la résidence familiale, il ne pourra jamais la donner en garantie ou la vendre sans l'accord de son conjoint. Simplement pour protéger les conjoints et la famille. Les époux doivent également contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage, c'est les courses, les soins médicaux, les factures EDF, voilà, vous connaissez, je pense, au quotidien. Donc, les contributions aux charges du mariage se font en fonction des facultés financières respectives des époux. C'est-à-dire que si madame gagne 3 fois plus que monsieur, c'est madame qui fera 3 fois plus à Auchan. C'est clair. Les époux sont tenus également solidairement des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. C'est-à-dire que même si un des époux passe seul le contrat relatif à ses dépenses, les deux sont tenus. Alors, bien évidemment, la solidarité s'applique pour des dépenses normales, pas pour des dépenses manifestement excessives, eu égard aux revenus des deux époux. Alors, après les devoirs, les droits des époux, chacun des époux peut exercer une profession, il peut percevoir ses salaires et il peut disposer de ses salaires après avoir acquitté l'ensemble des charges du ménage, en fonction de ses facultés respectives. L'époux peut également ouvrir un compte bancaire et chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux. Voilà les règles de base du régime primaire, qui s'appliquent donc quel que soit le régime matrimonial. Donc maintenant, nous allons voir ensemble les différents régimes matrimoniaux qu'on peut vous proposer. Vous avez d'une part des régimes communautaires et d'autre part des régimes séparatistes. On va commencer par les régimes communautaires. Alors, vous avez différents types de régimes communautaires. Vous avez tout d'abord la communauté de biens meubles et acquets.
c'est le régime légal des personnes qui se sont mariées sans contrat de mariage avant le 1er février 1966. Et actuellement, c'est un régime qui peut être adopté donc par contrat de mariage. Les biens sont communs, donc les meubles et les biens acquis sont communs. Tous les biens sont communs, donc à l'exception des immeubles qui sont recueillis par les futurs époux au cours de la communauté à titre gratuit, une donation, une succession, ou avant le mariage. Après, vous avez la communauté d'acquis. La communauté d'acquis, c'est le régime légal actuel en France, c'est le régime qui s'applique si vous ne faites pas de contrat de mariage, puisque comme on l'a vu, même sans contrat de mariage, vous avez un régime matrimonial. La communauté d'acquis, tous les biens acquis ensemble sont communs. Les biens acquis pendant le mariage. Tous les revenus sont communs, par contre sont propres tous les biens que chaque époux possédait avant le mariage ou qu'il recueille au cours du mariage par succession ou par donation. En ce qui concerne la gestion des biens, chacun des époux peut gérer seul les biens communs, mais certaines opérations importantes comme vendre un bien, donner un bien en garantie lorsque vous empruntez, doivent être autorisées par les deux époux. En ce qui concerne les dettes, si l'un des époux s'endette, les créanciers peuvent saisir la totalité des biens communs, ainsi que les propres de l'époux qui s'est endetté. C'est pour ça que lorsque l'un des conjoints exerce une profession à risque, une profession libérale, une activité indépendante, une activité de commerçant, on conseille souvent de choisir un autre régime que le régime de la communauté aux acquis, parce qu'on peut tout perdre. La communauté réduite aux acquis peut être aménagée. On peut insérer, cette fois-ci en faisant un contrat de mariage, différentes clauses qui permettent de modifier le régime de la communauté d'acquis pure et dure. On peut mettre une clause de prélèvement moyennant indemnité. Dans ce cas-là, en cas de dissolution de la communauté, l'un des conjoints a le droit de choisir un bien par priorité. Et bon, bien entendu, il désintéresse l'époux. Et si la valeur du bien excède la part qu'il devait avoir dans la communauté, il doit une soulte, simplement. Vous pouvez aussi avoir une clause de préciput, qui celle-ci est beaucoup plus avantageuse. Elle permet au conjoint survivant de prélever dans la masse des biens un bien de son choix ou une somme d'argent sans rembourser les autres héritiers. Donc ça, c'est déjà un avantage beaucoup plus important. Vous avez une clause classique que vous connaissez sans doute, la clause d'attribution intégrale de la communauté. Le survivant des époux recueille sa part de communauté, mais aussi l'autre moitié, soit en propriété, soit en usufruit. C'est une clause qui va souvent avec le régime de communauté universelle. Donc vous voyez, on peut moduler son régime de communauté d'acquis. Ensuite, vous avez par gradation la communauté universelle. Alors là, tout l'actif et le passif est commun, c'est-à-dire qu'il y a une seule masse de biens pour les deux époux. Tous les biens meubles, immeubles que les époux possédaient avant le mariage et qu'ils achèteront ensemble après le mariage sont communs. On tombe même dans la communauté, sauf si les époux ne le souhaitent pas, les effets personnels de type bijoux, vêtements, et même peuvent tomber dans la communauté, si les époux le souhaitent, les actions en réparation de dommages corporels, toutes les actions personnelles. Pour les dettes, c'est la même chose. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes, quelles qu'elles soient. Cette communauté universelle est rarement choisie comme régime matrimonial initial. En général, on a des gens qui changent de régime matrimonial lorsqu'ils arrivent à 60-65 ans.
ils passent dans un régime de communauté universelle parce qu'ils pensent que comme ça leur conjoint survivant sera protégé, ce sera plus facile pour lui d'appréhender les biens puisqu'il n'y aura pas d'ouverture de succession, tout ira au conjoint survivant. Ensuite, après avoir vu ces différents régimes communautaires, vous avez des régimes séparatistes. Alors le régime roi, c'est la séparation de biens, donc chaque époux a son patrimoine. En ce qui concerne l'actif, donc chaque époux conserve l'administration, la jouissance, la libre disposition des biens dont il est propriétaire. Tous les biens acquis pendant le mariage par l'un des époux lui sont propres. Et il y a des biens qui peuvent, si les biens sont achetés en indivision par les deux époux, le bien appartient aux époux en fonction de ce qu'ils apportent pour acheter le bien. Si chacun des époux amène 50% du prix du bien, le bien appartient en indivision à concurrence de 50% à chaque époux. Pour le passif, il n'y a pas de passif commun. Seul l'époux qui contracte la dette est responsable de sa dette et doit rembourser, avec toujours l'exception les dépenses bien sûr qui sont faites pour l'entretien du ménage, l'achat d'une machine à laver, la facture EDF et bien entendu les dettes fiscales parce que par contre pour les dettes fiscales quelles qu'elles soient, les époux sont solidaires, quel que soit le régime. Alors, la séparation de biens, on la conseille souvent lorsque les époux ont déjà été mariés une fois, se remarient, surtout s'ils ont des enfants chacun de leur côté. Ça permet vraiment d'isoler les patrimoines. Vous avez un autre type de régime matrimonial séparatiste, la participation aux acquêts, qui a un aspect à la fois séparatiste et un aspect communautaire. La participation aux acquêts pendant le mariage, c'est une séparation de biens pure et simple. L'aspect communautaire apparaît à la dissolution du mariage, soit au décès, soit au moment du divorce. Chacun des époux participe pour moitié à l'enrichissement de l'autre. Ça donne lieu à un calcul de créances. On compare le patrimoine final de chaque époux. Le patrimoine final, c'est tous les biens qui lui appartiennent au moment de la dissolution de la séparation. Et le patrimoine originaire, c'est-à-dire les biens qui appartenaient à chacun des époux au jour de leur mariage ou ceux qui ont été acquis par donation ou succession. Et si on constate un enrichissement d'un des époux, l'enrichissement est partagé par moitié, chacun profite de la moitié de l'enrichissement. Et en général, le montant de l'enrichissement, c'est une créance et elle est versée en argent. Peut-on passer d'un régime à un autre? Oui, vous pouvez tout à fait modifier en cours de mariage votre régime matrimonial. Il faut que vous soyez marié pendant 2 ans. À partir de 2 ans de mariage, vous pouvez changer de régime. La procédure est assez simple, c'est un acte notarié. Si vous n'avez pas d'enfants mineurs, le changement de régime n'a pas besoin d'être homologué par un juge, l'acte notarié suffit. De la même façon, on va quand même interroger vos enfants majeurs. Si aucun des enfants majeurs ne s'oppose au changement de régime, vous n'avez pas besoin non plus d'une homologation judiciaire. L'acte authentique de changement de régime suffit. À défaut de présence de mineurs ou d'opposition, donc le changement est acquis aux époux, passé un délai de 3 mois après la signature du contrat qui définit le nouveau régime. Je vais maintenant dire un petit mot du mariage qui est dit international. Il y a 3 situations qui sont possibles. 2 époux français qui vivent à l'étranger, 2 époux étrangers qui vivent en France et 2 époux qui ont des nationalités différentes. Alors, déjà se pose un problème de reconnaissance du mariage. Comment le mariage peut-il être reconnu dans le pays de résidence ou de nationalité des époux? Pour être reconnu, le mariage doit obéir aux règles qui s'appliquent localement.
les règles du lieu de célébration du mariage. En France, par exemple, le mariage ne sera reconnu que si les deux époux étrangers qui souhaitent se marier en France se marient à l'état civil français, devant l'officier d'état civil. En ce qui concerne les effets du mariage sur la nationalité, en France, il n'y a aucun effet automatique. Par contre, si un étranger épouse un Français, il peut, après 4 ans de mariage, demander à acquérir la nationalité française, à condition de pouvoir justifier donc d'une communauté de vie affective et matérielle et de pouvoir justifier d'une connaissance suffisante de la langue et de la culture française. En ce qui concerne la détermination du régime matrimonial de ces époux, il faut distinguer 2 cas, la présence d'un contrat de mariage, l'absence d'un contrat de mariage. Si les époux ont passé un contrat de mariage, c'est beaucoup plus facile. Donc la plupart des droits reconnaissent aux époux le droit de choisir leur régime matrimonial et de définir contractuellement l'organisation de leur vie. Donc dans des pays comme le nôtre de tradition civiliste, les futurs époux choisissent leur régime dans un contrat de mariage. Dans des pays dits de common law comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la notion de régime matrimonial n'existe pas, mais ils ont des contrats de type contrat prénuptial dont l'objet recoupe globalement celui des contrats de mariage, avec des possibilités de faire des choses que nous, en France, on ne peut pas faire dans des contrats, comme fixer d'avance les pensions alimentaires en cas de rupture du mariage. Au bout de 2 ans, vous touchez tant, au bout de 3 ans, vous touchez plus. Enfin, bon, je pense que vous avez vu des films. Dans les films américains, on parle beaucoup de ce type de contrat. En l'absence de contrat de mariage, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va rechercher l'intention des parties et quelle est la loi que les époux implicitement ont décidé de choisir pour définir leur régime matrimonial. La seconde complication, c'est qu'on distingue 2 périodes, avant le 1er septembre 92 et après le 1er septembre 92. Pour les époux qui se sont mariés avant le 1er septembre 92, le principe, c'est l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire qu'on cherche la loi que les époux sont réputés avoir implicitement choisie. Le critère retenu pour définir la loi, c'est la loi du premier domicile des conjoints, en fait. Donc, pour que ce critère soit vraiment choisi, il faut quand même qu'il y ait une notion de stabilité. Pour les époux qui sont mariés après le 1er septembre 1992, les règles qui sont applicables ont été fixées par la Convention de La Haye de 1978. Et le grand principe, c'est que la loi applicable est la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont fixé leur première résidence. Et là, il n'y a pas de notion de stabilité. Donc, si les époux ont décidé de vivre en France, eh ben, leur régime matrimonial sera la communauté d'accueil. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner les règles. Maintenant, je vais vous laisser poser les questions que vous souhaitez. Mais en tout état de cause, c'est un problème qui est difficile et c'est un problème qui est personnel vraiment à chaque couple, le choix d'un régime matrimonial. Donc même si vous ne voulez pas faire de contrat de mariage, allez chez un notaire qui vous exposera gracieusement les règles qui peuvent s'appliquer à votre cas. Et je pense que ça pourra vous aider.